à toutes et à tous, bienvenue dans le Geek Parade 164. Alors désolé, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, et cette semaine je suis tout seul. Swan, c'est une star, il est très pris, donc voilà, il n'est pas disponible. Comme d'habitude, les 7 premiers du classement, les nouveautés, et enfin les 3 jeux les plus backés du monde du socio-financement à la fin de l'émission. Si ça vous plaît, mettez des pouces, n'hésitez pas à commenter les jeux ou à vous abonner à la chaîne si vous découvrez. Pour information, on a mis en ligne l'émission spéciale Vichy, Festival des jeux de Vichy 2024. J'y étais avec l'ami Mathieu, et on vous a fait une vidéo des jeux qui nous ont plus tapé dans l'œil, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Je mets un petit lien en haut à droite, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Bon, et on va commencer par la 10e place avec Aspen. Aspen, il en est à 252 000 euros, 3276 contributeurs. Il est là encore une grosse semaine. Donc dans Aspen, on l'a déjà vu, c'est le jeu où vous allez faire pousser des arbres, et il va falloir avoir la meilleure forêt, la plus grande forêt. Et il y a cette petite extension fantastique avec avec une notion de carte fantastique, ce qui n'est pas du tout le cas du jeu de base, qui est très terre à terre, voilà. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette semaine? Alors ils ont fait des cartes UV, donc des cartes, ce que j'appelle foil, mais je pense que c'est la même chose, notamment pour cette fameuse extension fantastique avec les éléments, petits bonus pour les backers. Pour ce jeu très à la mode, parce que les jeux naturalistes, on le sait, c'est très à la mode, il y en a beaucoup. Faire pousser des plantes, faut faire pousser des champignons, faut mettre en symbiose des animaux et des plantes, il faut développer votre biome, bon voilà, ça fait partie un peu des thématiques très à la mode. Bon, on comprend pourquoi évidemment. L'écologie est au centre des discussions et des préoccupations actuelles, donc forcément le jeu de société, il y a société dedans, donc forcément ça suit le mouvement, voilà. 9e place, encore un jeu naturaliste quelque part, c'est March of the Ants qui a baissé cette semaine. Il en est à 233 881 euros, 4031 contributeurs, il est là encore pendant quelques jours. Donc March of the Ants, c'est le 4X des fourmis, c'est-à-dire qu'au lieu de gérer votre civilisation galactique ou votre civilisation historique, vous allez gérer votre civilisation de fourmis. Vous allez pouvoir faire évoluer vos fourmis, vous allez pouvoir vous étendre dans le jardin, trouver des ressources, les gérer, étendre votre colonie. Voilà, donc ça fait 2 semaines qu'on en parle. Moi je trouve ça plutôt cool, ça fait plutôt envie. C'est un ancien jeu qui a été remis au goût du jour, date de 2015, et qui a été revu et corrigé par Tim Eisner, qui est un auteur qui a le vent en poupe actuellement, un auteur américain qui a fait Wonderland Wars, Canopée ou Tidal Blade. D'ailleurs, Tidal Blade 2, le jeu que j'attends le plus, que j'ai backé, va pas tarder à arriver enfin, avec 2 ans de retard, et je vous ferai un unboxing, parce que là ça vaut le coup. Je pense que c'est un très très beau jeu, je vous ferai un unboxing sur la chaîne de Tidal Blade 2, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? En 8e position, on a le petit jeu, la Publish or Perish, qui cartonne, 204 000 euros, 4677 contributeurs, 13 jours avant la fin de la campagne. Donc c'est un petit jeu où il va falloir publier vos papiers scientifiques avant vos voisins. Les papiers scientifiques un peu, je crois qu'il y a pas mal d'humour dedans, un peu fantaisiste. C'est un jeu qui a été fait en partenariat avec plein d'universités dans le monde. Mais toute la liste, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une française? Je regarde, a priori non, mais c'est possible que oui, parce qu'il y a beaucoup de logos dans la liste. Bref, donc ce jeu il cartonne. Bon, pourquoi il cartonne? Parce que je pense qu'il y a tous les étudiants de toutes les universités qui l'ont backé, parce que le mec a dû tester pendant 2 ans son jeu, faire le tour de toutes les universités, parce que sinon c'est un peu un ovni quoi, c'est sur une thématique un peu niche quoi, et puis ça a eu un petit jeu d'ambiance, c'est pas très joli, donc c'est comme ça que je m'explique son succès. Puis le jeu est pas très cher, je crois qu'il est à 27 balles, donc bon. C'est sûr que ça aide. 7e place, c'est une nouveauté, c'est une adaptation de jeu vidéo, c'est Valheim The Board Game, ça se passe sur GameFound, il en est déjà à 913 000 euros, 4852 contributeurs, donc c'est un très très beau succès, et il est là encore pendant 15 jours, donc il a le temps de monter. Donc là, nous sommes dans le territoire des Vikings, alors ça aussi c'est une thématique usée jusqu'à la corde, mais bon, c'est vrai qu'on adore les Vikings. Faut être honnête, on aime ça.
Et bah, c'est un jeu vidéo, alors Swan n'est pas là, il en parlera mieux que moi, parce qu'il est plus branché jeu vidéo que moi, je pense qu'il doit connaître, moi je connaissais pas. C'est un jeu vidéo dans lequel vous explorez des territoires, enfin bon, c'est une espèce de land crawler, vous choisissez un héros, vous découvrez des tuiles avec des paysages, vous faites des aventures dessus, vous tuez des ennemis, vous montez vos capacités, enfin vous voyez, vous connaissez tout ça. C'est ce qu'on appelle un peu un jeu bac à sable, quoi, hein, finalement. Le jeu vidéo, lui, il est sorti en 2021, donc voilà, le temps de développer le jeu de plateau, bon, ça m'étonne pas que ça sorte que maintenant. Mais en tout cas, bah, ça cartonne. Alors je sais pas si c'est les fans du jeu vidéo ou si c'est les fans de ce genre de jeu de plateau, parce que finalement, c'est évidemment les jeux bac à sable, les jeux vidéo bac à sable, ça s'adapte très bien en jeu de plateau. Contrairement à d'autres styles de jeux vidéo qui sont un petit peu plus touchy à mettre sur une table. Mais les jeux bac à sable, bah, évidemment, ça ressemble aux jeux d'aventure, d'exploration, aux land crawlers qu'on connaît déjà depuis de nombreuses années dans le jeu de plateau. Ils reprennent pas mal l'esthétique du jeu vidéo. J'ai regardé un petit peu des gameplays du jeu vidéo et ils reprennent cet aspect un peu, enfin assez coloré, même très coloré. Et c'est fait par l'auteur de Deep Rock Galactic, bah, qui était une autre adaptation d'un jeu vidéo. C'était le jeu, cette espèce d'un peu de zombicide avec des nains mineurs de science-fiction, et qui a été un carton aussi, hein, qui a été un gros succès. Le mec doit être un fan de jeux vidéo, et puis son obsession c'est de les adapter en jeu de plateau, mais bon, ça lui a réussi. D'ailleurs, si vous avez joué à Deep Rock Galactic, si vous l'aviez backé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit retour. Je crois qu'il a plutôt bonne presse. C'était, s'il y avait beaucoup de matos. Là, j'ai l'impression que c'est... Bon, il y a du matos aussi, hein, il y a des figurines évidemment, elles sont plutôt jolies d'ailleurs. C'est du pion, hein, mais c'est du beau pion en figurine. Mais c'est moins, j'ai l'impression que c'est quand même moins le délire niveau matos que Deep Rock Galactic. Ça a l'air d'être un peu plus mesuré. Vous avez une version standees à 65 €, ce qui est correct hein, pour un gros jeu d'aventure qui va vous occuper pendant plusieurs mois. Et vous avez la Deluxe Edition, évidemment, avec les figurines qui coûtent 115 €. Pour moi, c'est les prix. Voilà, c'est plutôt normal. 6ème place, rapidement, Stack au Cats, 235 000 €, 5199 contributeurs. Ce sont les derniers jours pour ce jeu d'équilibre dans lequel on va mettre des pions de chat les uns sur les autres pour former des figures. Évidemment, il faut que ça tienne. Et les combinaisons de chats que vous mettez en équilibre vous rapportent des points selon le schéma que vous avez fait. Donc c'est du jeu d'ambiance, d'adresse, voilà, mais c'est plutôt malin. Bon, déjà, c'est avec des chats, donc forcément ça marche, hein. Et voilà, donc c'est assez familial, donc c'est assez logique que ça marche. En tout cas, ça a l'air plutôt bien foutu au niveau du matos. Les chats ont l'air de tenir, hein. J'ai vu des vidéos, ça a l'air de marcher. Et du coup, bah, il aura fait un très beau succès, ce jeu, quoi. D'autant plus que c'est un premier jeu, hein. Voilà, donc... bravo. 5ème place, eh bien c'est un dungeon crawler, hein, mais un dungeon crawler de poche. C'est Dark Tomb, The Ice Chasers, qui en est à 165 000 €, 5223 contributeurs. Il est là encore pendant une dizaine de jours. C'est une gamme, hein, c'est pas le premier. Ils en ont fait, je crois que c'est le 3e. Voilà, des petits dungeon crawlers de poche, petites boîtes, avec des petites cartes pour faire les biomes ou les paysages. Un dé de 20, quelques cubes pour, voilà, pour signaler des états ou des personnages, et puis c'est tout. Donc c'est hyper économique, c'est assez malin. Et il en est à 5223 contributeurs, hein. Donc il y en aura un autre, très certainement. Puis en plus c'est pas cher. Bon, ça veut dire que le jeu a quand même bien plu, puisqu'ils ont, voilà, ils sont revenus à la charge pour cette nouvelle édition du jeu. Alors là, cette fois, ça se passe dans les terres glacées, hein, évidemment, Ice Chasers. Donc ils changent un peu d'environnement, mais bon, le principe du jeu est le même que les deux précédents. Et c'est à 19 €. Voilà, c'est un jeu à 19 €. Bon, évidemment, avec nous VAT, enfin TVA, pardon, et shipping, frais de port, c'est pas très intéressant, quoi. Voilà. C'est le problème avec les jeux pas chers. C'est qu'au bout du bout, ça va doubler le prix de votre jeu. Donc, bon, c'est pas gêne. 4ème place, c'est une grosse entrée cette semaine dans Kick Parade, puisque c'est le nouveau jeu de
Vital Lacerda, illustré par son fidèle artiste Ian O'Toole. Et ça s'appelle Speakeasy. C'en est à 712 000 €, 5 613 contributeurs. Vous voyez que là, on est quand même reparti en fanfare hein, sur les sites de sociofinancement. Hein. Il y a beaucoup de contributeurs par jeu. Et on n'est qu'à la 4e place. Et il est là pour 20 jours. Donc, je trouve que c'est assez étonnant de la part de Lacerda comme thématique. Parce que c'est une thématique sur la mafia. J'imagine, oui, c'est à New York. Pendant les années 20. C'est vrai que Lacerda, c'est plutôt des jeux de gestion. Hein, c'est lui qui avait fait On Mars, notamment. Et je le voyais moins dans cette thématique-là. Je suis assez étonné que ça marche autant, parce qu'on en a vu pas mal des jeux sur ces thématiques de mafia des années 20 à New York ou Chicago, pendant la Prohibition. Il y en a même qui ont très très bien marché. Donc je pense que le jeu marche également beaucoup parce que c'est Lacerda, évidemment, c'est un nom, et il a ses gros fans. Moi je trouve que c'est toujours des jeux très très compliqués. C'est des très bons jeux, hein. Ça marche très bien. Mais c'est vraiment des très très gros jeux, très experts. Il faut vraiment plusieurs parties pour maîtriser le truc. Il y a beaucoup de règles, beaucoup de choses. Enfin bon, c'est du gros jeu expert. Il y en a plein sur le plateau. Et là, bah, ça fait pas exception à la règle. Mais malgré la thématique un petit peu plus, on va dire, pop que d'habitude. Mais faut pas vous y tromper, ça va être un jeu compliqué, quoi. Donc, sur le fond, en fait, c'est assez classique. Hein. Vous êtes un parrain de la mafia, vous allez gérer votre business, hein. Tous vos business illégaux. Vous allez graisser la patte aux flics, il va falloir transporter vos marchandises, les maquiller dans des espèces de, on va dire, de devantures légales de magasins qui font office d'entrepôt ou de fabricants de gnôles. Enfin bon, voilà, tout ça c'est classique, on l'a déjà vu dans beaucoup de jeux sur cette thématique, mais je pense qu'il y a la touche Lacerda qui fait qu'il y a beaucoup de mécanique, beaucoup d'imbrication, beaucoup de choses à faire, et beaucoup de choses à penser aussi. Et il y a toujours ce look avec tous ces meeples en bois qui sont très très beaux. C'est vrai que le jeu est très très beau, il y a une patte Lacerda là-dessus. C'est toujours très harmonieux, très homogène au niveau de la direction artistique. Et là, ça fait pas exception non plus, c'est très très beau hein, sur la table. Voilà, Speakeasy, on en reparlera certainement parce qu'il est là pour 20 jours, donc on verra ce que l'ami Swan en pense. Et avant d'aborder les 3 premiers de Kick Parade, un petit détour par mes nouveautés du coup. Alors moi j'en ai sélectionné 4, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire si vous avez des nouveautés qui vous ont tapé dans l'œil et voilà, que j'ai oublié ou que j'ai omis. Alors on va commencer par Camping Season, ça me faisait marrer. Donc c'est un jeu de gestion type Tycoon, mais pour votre comment dire, votre resort de vacances. Donc c'est une espèce de camping de luxe, on va dire. Vous pouvez accueillir les camping-cars, les tentes, les bungalows. Alors pas au début vous êtes un camping de merde, hein, évidemment, bien sûr. C'est comme ça que vous commencez. C'est le but du jeu, c'est de vous améliorer. Donc voilà, je trouve que c'est rigolo. C'est un jeu de gestion de camping, c'est chill. Les cartes sont également très chill, c'est très zen. Et il y a beaucoup de verre sur la table par contre, je suis pas sûr au niveau de la lisibilité des plateaux, j'ai des petits bémols, hein. Quand on voit les plateaux personnels, il y a des espèces de fonds avec des branchages des arbres et je trouve que ça fait un peu fouillis quoi. C'est pas évident, mais sinon le reste est bon, dans la thématique très nature. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah, il va falloir évidemment augmenter la capacité de votre camping, il va falloir construire des équipements, des services. Voilà, je sais que vous pouvez à un moment donné mettre de l'eau, mettre des piscines, il y a un échiquier géant aussi, enfin vous avez tout un tas de trucs, c'est un tycoon quoi, hein. Vous développez petit à petit votre resort de vacances, bon c'est très à l'américaine évidemment, c'est normal. Et donc voilà, moi je trouvais ça plutôt rigolo comme idée, même si je suis pas totalement convaincu pour l'instant, mais bon, à voir si ça fonctionne.
Alors deuxième nouveauté, c'est Citizens of the Spark, c'est sur Kickstarter également. Pour l'instant il est à 717 €, il s'est financé apparemment parce que c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes fantastique dans lequel vous incarnez des animaux, très à la mode aussi. Et il va falloir eh bien, récolter des étincelles avec des combos de cartes. Donc comment vous récupérez ces étincelles? Eh bien c'est en alignant des séries identiques d'animaux, des citoyens. Vous prenez au début dans une rivière et il va falloir gérer un petit peu vos séries d'animaux. À la fin vous les défaussez pour faire des étincelles et celui qui a le plus d'étincelles est le gagnant bien sûr. Donc petit jeu de cartes, plutôt joli, je trouve que les illustrations sont plutôt rigolotes. À voir si ça marche. En tout cas, il a plutôt pas mal démarré, ce Citizens of the Spark. Et j'ai un autre jeu de cartes à vous proposer. Alors la thématique, je la trouve un peu plus originale du coup. Ça s'appelle Ultra Massive. C'est un jeu de cartes dans lequel vous allez incarner un trou noir. Eh oui. Donc chaque joueur est un trou noir. Et votre but va être de devenir un énorme trou noir. Donc vous allez dévorer de la matière, des planètes, des étoiles, tout cela dans une mécanique évidemment d'orbite, de rotation, avec votre disque d'accrétion. Donc voilà, je trouve que c'est super original. Malheureusement, je trouve pas ça très joli. Je trouve ça un peu simplé. Alors c'est un style. On aime ou pas, je trouve que c'est un peu too much dans ce style justement. C'est un peu trop... Ouais, ça manque d'un petit truc en plus pour que ce style un peu naïf pop. Voilà, c'est mon avis, il manque un petit truc quoi. Donc c'est un peu fadasse, je trouve, sur la table. Mais en tout cas, je trouve l'idée de base excellente. À voir après s'il y a une grande variété de gameplay quoi. Si au bout de 5 parties on n'a pas un peu compris le truc et on laisse tomber, à voir, hein, je dis ça, mais ça peut être un risque, mais peut-être pas. Peut-être pas. Le jeu coûte 40 €. Bon, donc c'est un prix correct pour un jeu de plateau. Et pour l'instant, il est financé. 196 contributeurs, 12 000 €, ouais. Bon, il est là pendant 25 jours, je suis pas sûr qu'il soit totalement financé là, je pense que c'est un petit peu de la com. Et il me semble que c'est un premier jeu également. Et vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator ou Tabletopia, donc à voir. Et enfin, dernière nouveauté, ça se passe sur GameFound, Star Driven Getaway. Jeu de science-fiction, ah oui, vous me connaissez, hein, évidemment, c'est mon kiff. Donc, jeu de science-fiction avec une couverture très, je trouve, très série animée des années 80, donc ça m'a un peu tapé dans l'œil, c'est ma génération, ou très couverture de jeu de rôle. Donc voilà, donc tout ça, ça me parle évidemment. Tout cela est très, très personnel, c'est un choix personnel. Donc dans Star Driven, eh bien, vous allez explorer des tuiles spatiales avec votre vaisseau, vous devez composer votre équipage. Et à chaque fois que vous allez bouger, eh bien, il va vous arriver des aventures. Vous allez retourner la tuile et il va se passer des choses dessus. Il peut y avoir des anomalies, il peut y avoir des ennemis. C'est un jeu compétitif, mais il y a un mode coopératif aussi. Et c'est de la distribution de dés. Donc vous avez des dés de différentes couleurs qui symbolisent plusieurs éléments avec lesquels jouer. Donc vous avez l'énergie... je sais plus quoi d'autre, enfin bref, voilà, vous avez plusieurs dés à distribuer selon vos besoins du moment. Il y a aussi toute une mécanique sur les cartes d'équipage avec des symboles qui doivent coïncider avec des symboles du plateau, donc vous pouvez upgrader vos équipages, vous pouvez en prendre d'autres, vous pouvez en utiliser certains sur certaines tuiles parce que ça débloque des choses, parce qu'ils ont les compétences pour... Enfin bref, ça a l'air plutôt bien foutu. C'est très dessin animé au niveau de la DA, moi c'est ça aussi qui m'a tapé dans l'œil. Ça fait très film d'animation. Et donc voilà, donc ça fait un petit peu 4X jeu d'aventure, mais en plus concis. Je pense qu'il y a aussi un petit côté arcade, hein, parce qu'on met vite ses dés, on prend vite ses décisions. Donc c'est une espèce d'hybride que je trouve plutôt intéressant. Donc pour l'instant il en est à 286 contributeurs, donc ça commence tranquille quoi, mais bon. Il est là pour 20 jours. À voir, et il y a un solo, voilà. On revient à nos 3 premiers de la semaine. Alors en troisième position, c'est Heroes of Barcadia, Heroes for Hire, on s'en débarrasse pas.
Enfin, si on va s'en débarrasser parce qu'il reste que quelques jours, donc on le reverra plus. Donc c'est ce jeu Aware dans lequel vous allez incarner eh bien, un héros dans un donjon. C'est un dungeon crawler dans lequel votre liquide dans votre verre symbolise votre vie. Et à chaque fois que vous perdez de la vie, vous buvez une gorgée. Alors évidemment, chaque verre a le personnage dessiné dessus. Bon, c'est du jeu de bar à jeu, hein. Après, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'alcool dedans, hein, ça marche très bien aussi avec de la grenadine ou de l'évian. Bon voilà, c'est un gros carton, il est quasiment à 700 000 €, 5627 contributeurs, hein, donc on en verra certainement un troisième, parce que là, évidemment, c'est une extension, on l'avait déjà vu ce jeu. Bon, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, je vous avoue, mais voilà, écoutez, Heroes of Barcadia, troisième de ce classement. Alors, deuxième position, c'est une entrée et une nouveauté. C'est Unmatched Adventures Teenage Mutant Ninja Turtles. Ouais, la gamme Unmatched a fait un Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est la teuf, les gars. J'adore Unmatched. C'est une gamme que je trouve très très réussie. Unmatched, c'est une gamme qui est sortie en boutique en France, qui sort régulièrement en boutique. D'ailleurs, il y en a une nouvelle boîte qui arrive en octobre. C'est du jeu d'arène avec figurines et du deck building. En général, ce sont des héros un peu de fable. Au début, c'était ça. Libre de droit. Ils avaient commencé avec ça. Donc, vous avez du Robin des Bois. Là, ce qui sort, c'est une boîte spéciale Shakespeare. Enfin, voilà. C'est le titre Unmatched. En gros, ça veut dire que c'est des personnages qui n'ont rien à voir entre eux et qui se fight. Donc vous avez Bigfoot, vous avez voilà, Méduse. Et de temps en temps, ils font des boîtes avec des licences. Donc il y a eu Jurassic Park, il y a eu Buffy contre les vampires, et ça ne sort pas en France. Parce que l'éditeur Yellow, voilà, ils veulent pas sortir ça, parce que je pense que c'est beaucoup plus problématique, ça va être beaucoup plus cher, ça va pas être rentable. Donc ce Teenage Mutant Ninja Turtles ne sortira pas en boutique en France par Yellow, ça c'est sûr. À moins que on ne sait pas, parce que c'est marqué qu'ils sont en train de voir avec leurs partenaires, etc. etc. Peut-être qu'ils feront une exception. Pourquoi peut-être qu'ils feront une exception? Parce que c'est pas un Unmatched tout à fait classique. D'habitude, Unmatched, c'est de l'affrontement. Mais depuis l'année dernière, ils ont sorti, on va dire, un dérivé de la gamme qui s'appelle Unmatched Adventures, qui est une version coopérative du jeu. Donc il y en a un qui est sorti l'année dernière et c'est très très réussi. Moi j'avais joué, c'était vraiment cool. Il y avait notamment Tesla dedans. Donc vous êtes en coopération et vous devez tuer des boss en fait. C'est ça le truc. Et donc ce Teenage Mutant Ninja Turtles est sur ce même canevas. Donc c'est coopératif. Évidemment c'est logique, hein. Chaque joueur va jouer une des Tortues Ninja. Et je crois qu'il y a la petite meuf là qui les accompagne aussi. Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref. Ouais, oui, puis il y a Lara aussi, il y a leur grand maître. Là. Donc bon, écoutez, vous pouvez choisir pour plusieurs personnages. Face évidemment aux grands méchants de la BD et du dessin animé et des films, Shredder, évidemment. Vous avez Krang aussi. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous n'avez pas vu le dernier Tortue Ninja en film d'animation qui est sorti il y a quoi, 2 ans, un truc comme ça, je vous le conseille parce que c'était vraiment cool. Donc voilà, donc Unmatched Adventure. Avec les Tortues Ninja, il y a toujours des super illustrations dans la gamme Unmatched. Les cartes sont vraiment très belles. Il y a toujours des petites mécaniques rigolotes. Ils adaptent toujours une mécanique aux personnages, au niveau du deck building. Il y a des cartes communes à tous les personnages, des effets. Mais il y a toujours des petits effets, des petites mécaniques propres aux personnages et souvent très bien thématisées avec le personnage. Donc j'imagine que pour les Tortues Ninja, il va y avoir, ça va être pareil, il va y avoir des trucs très rigolos. Et ça cartonne, et ça m'étonne pas, parce que Unmatched c'est une gamme qui marche très bien. Les Tortues Ninja, c'est très populaire, ça reste très populaire. Et il en est à 780 000 €, 6151 contributeurs, et il est là pour une quinzaine de jours. Donc on le reverra la semaine prochaine, on verra s'il augmente ou pas. Et enfin, premier de Geek Parade cette semaine, vous voyez que ça a pas mal bougé, et bien c'est un jeu qui s'appelle Twisted Cryptids. Il en est à 612 000 €, 7452 contributeurs, c'est un énorme succès, et il est là pendant une grosse quinzaine de jours. Et alors pourquoi c'est un gros carton comme ça? Parce que a priori quand on regarde le jeu, qui a l'air très joli, hein, mais il a l'air assez simple, et bien c'est parce que c'est l'auteur d'un autre jeu qui avait cartonné, qui s'appelait Casting Shadows. Je sais pas si vous vous souvenez de Casting Shadows, c'était une espèce de jeu un peu à la Pokémon, avec des figurines qui étaient déjà prépeintes, qui étaient magnifiques, tout un tas de petites créatures. Et il avait fait Instable Unicorn aussi, qui était un triomphe. Donc le mec, il fait
fait, il fait pas tant de jeux que ça. Le mec prend son temps, mais à chaque fois qu'il sort un jeu, c'est un vrai hit, quoi. Donc, pareil, voilà. Nouveau jeu, Twisted Cryptid, gros hit, et il reprend un petit peu la thématique de Casting Shadows parce qu'on repart un petit peu dans la bestiole fantastique, et l'idée est super rigolote. C'est vrai que l'idée est hyper originale. En fait, vous allez incarner des bestioles, hein, des créatures fantastiques, qui vont se cacher dans une forêt. Et en fait, le but, ça va être de jouer avec les humains qui vous cherchent. Vous avez plusieurs sortes d'humains, vous avez des chercheurs, hein, vous avez des chasseurs, et je sais plus, la troisième catégorie. Bref, ça a des effets différents. Vous avez plusieurs phases qui vont durer de la journée à la nuit. Et le but, ça va être de jouer un petit peu avec les humains, de se cacher, de se révéler quand il faut pour débloquer des pouvoirs et faire des points de victoire. Et les points de victoire, c'est un peu comment dire, c'est un peu les points de mythologie, c'est-à-dire quel va être le monstre qui va faire le plus parler de lui, en fait. Voilà, dans le quotidien populaire. Et donc, c'est une super idée. Le jeu, il est magnifique. Ici, il est très simple, hein. C'est un petit plateau. Évidemment, dans la version de luxe, vous avez les fameux cryptides. Il a repris les mêmes idées que Casting Shadows. C'est des petites figurines pré-peintes qui sont très très belles, évidemment très kawaii, super mimi. Mais sinon, vous avez la version avec token, avec meeple en bois. Mais direction artistique ultra efficace, ultra intelligente, qui pète pas plus haut que son cul. Parce que le jeu, en plus, il est pas très cher. Il coûte 27 balles. Donc c'est vraiment, vraiment très malin, quoi. C'est malin dans sa thématique, malin dans son exécution, malin dans sa direction artistique, malin sur le prix. Donc c'est malin. Voilà, c'est malin. ce Twisted Cryptid, c'est normal qu'il marche. C'est logique et c'est un gros carton. 612 000 €, quoi. À peine arrivé, hein. Donc je ne sais pas où il va aller, on va voir ça ensemble les prochaines semaines, enfin au moins les 2 prochaines semaines, parce qu'il va rester là 18 jours. Donc j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va crever les plafonds comme Casting Shadows. Je crois que Casting Shadows c'était monstrueux, hein. Il avait rapporté que 5 ou 6 millions d'euros, donc là, celui-là je pense pas qu'il va rapporter autant, en plus le jeu est beaucoup moins cher que Casting Shadows. Mais en tout cas voilà, c'est le premier de Geek Parade cette semaine. Moi je trouve ça assez excitant comme jeu, dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'instant je crois qu'il n'y a pas de VF de prévu, on verra. En général les jeux qui marchent énormément, il y a des distributeurs ou des éditeurs français qui commencent à leur téléphoner en général. Surtout que ça c'est largement faisable en VF, hein. Bon, on verra bien. En tout cas, Casting Shadows, ça n'a pas été fait en VF, mais parce que c'était un plus gros jeu aussi, hein. Il y a de la figurine... beaucoup de figurines pré-peintes, etc. Donc c'était plus compliqué, mais celui-là, on verra bien. Et bien voilà, merci de m'avoir suivi en solitaire. C'est moins cool, moins sympa que à deux, je sais. Mais bon, il n'y avait pas de Geek Parade la semaine dernière, donc ça me saoulait un petit peu de m'absenter 2 semaines d'affilée. N'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous a plu, à commenter toutes ces campagnes. Et nous, on se retrouve, j'espère, avec Swan la semaine prochaine. Ciao tout le monde.